Salut les terriens, bienvenue sur le JDE, l'émission pour rester au courant de tout ce qu'il se passe en ce moment dans l'espace. Aujourd'hui je n'ai pas d'annonce particulière, hormis de vous dire merci pour votre fidélité, donc c'est parti. Après le réacteur nucléaire bimodal dont je vous parlais la semaine dernière, les scientifiques viennent de découvrir un nouveau type de batterie, nucléaire elle aussi, dont l'utilisation pourrait révolutionner, et je pèse mes mots, les missions spatiales de longue durée, pour lesquelles l'alimentation en énergie reste toujours un défi. Bon, vous allez me dire, encore une énième batterie de plus dans la liste, sauf que là c'est du très sérieux puisque ce sont les chercheurs du Rochester Institute of Technology qui ont très récemment rendu public leurs prometteuses recherches qui sont déjà à un stade avancé. Bon, je pourrais vous dire que cette découverte se base sur une technique de croissance cristalline que l'on appelle l'épitaxie en phase vapeur aux organométalliques ou EPVOM et qui est très connue dans l'industrie des semi-conducteurs, mais je pense tout de même que je vais directement passer aux avantages révolutionnaires qu'elle apporte et vous épargner l'aspirine. Actuellement, il faut savoir que certaines sondes interplanétaires, mais aussi les rovers martiens Perseverance et Curiosity de la NASA, bénéficient d'une autonomie incroyable de plus de 20 ans grâce à leur générateur thermoélectrique à radioisotope, plus connu sous le nom de MMRTG. Malheureusement, comme souvent il y a un hic, ces appareils sont encombrants, lourds et coûteux, très coûteux même. Restez assis, le prix d'un seul MMRTG approche les 100 millions de dollars, et donc je doute que vous en ayez un dans votre garage. Autre technologie utilisée depuis très longtemps, l'énergie solaire permet certes aux orbiteurs d'accomplir une partie de leur mission, au moins jusqu'à l'orbite de Jupiter, mais quand il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin de notre Soleil, les panneaux photovoltaïques deviennent inutiles car ils ne réussissent plus à capter assez d'énergie. Du coup, le constat est amer, pour des voyages habités plus ambitieux au-delà de notre système solaire, nous sommes cruellement limités par la technologie, le budget et la masse que représenterait un MMRTG de grande taille. Mais la nouvelle batterie dont je vous parle pourrait être la solution. Elle fait actuellement partie de la sélection des programmes de concept avancés de la NASA, et dans le principe elle est relativement simple. Les chercheurs ont en fait réussi à fabriquer, grâce à la technique EPVOM, des cellules thermoradiatives, appelées TRC, qui vont être réchauffées par la désintégration radioactive d'un radioisotope comme le dioxyde de plutonium, et se mettre à produire de la lumière. C'est cette lumière qui se dirige ensuite vers une cellule photovoltaïque classique et qui se met à produire de l'électricité. Cela dit, nous n'en sommes pas encore à alimenter de gros vaisseaux interplanétaires. La mise au point de ce concept de cellules thermoradiatives permettra dans un premier temps d'alimenter en énergie de petits engins spatiaux comme les CubeSats, qui sont de petits satellites cubiques de quelques kilos seulement. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le gain apporté par cette technologie. Avec un générateur EPVOM, on passe d'une puissance de 3 watts par kilo pour un MMRTG à 10 fois plus avec la batterie EPVOM, et le plus fou c'est que l'encombrement est ridicule puisque le volume occupé est de seulement 0,2 litres pour 212 litres d'un MMRTG. C'est donc bien une révolution technologique qui s'annonce, puisque dans quelques années, si tout se passe bien, les satellites et vaisseaux spatiaux ne devront plus embarquer les lourdes et volumineuses batteries MMRTG, et les immenses panneaux solaires feront partie du passé. Une mission de test est d'ores et déjà dans les cartons pour envoyer une flotte de CubeSats équipée de batteries TRC vers Uranus. Il est tout de même impressionnant de penser que grâce aux dernières prouesses technologiques, il est très probable qu'en dans une vingtaine d'années, nous soyons capables d'associer le futur réacteur nucléaire en cours de développement par la NASA à ces nouvelles batteries. Si tel est le cas, le développement de vaisseaux plus gros voyageant à haute vitesse devient enfin envisageable et surtout réaliste. Le rêve est alors presque à portée de main. En dehors de quelques vols de vaisseaux cargo automatiques, comme les ATV construits par Ariane Group dans les années 2010, et un essai de prototype de capsule appelé ARD en 1998, il faut bien avouer que l'Europe a manqué d'ambition pour le transport spatial de fret et surtout d'équipage. Mais il y a tout de même une nouvelle qui fait bien plaisir, c'est cette levée de fonds de plus de 40 millions d'euros réalisée par The Exploration Company pour réaliser leur ambitieux projet de capsule spatiale. The Exploration Company, c'est une toute jeune société formée par des anciens d'Airbus, Safran et Ariane Group en juillet 2021. Leur idée, c'est de développer un vaisseau spatial en Europe capable de démocratiser l'accès à l'espace, ce qui, avouons-le, n'est pas une mince affaire et mérite déjà le respect. Ce financement plutôt conséquent sécurise le développement de la première phase du projet, et si on se penche sur les premières études, on constate que le vaisseau appelé Nix Earth reste très classique dans sa forme, puisque celui-ci est une capsule conique semblable au vaisseau Orion de la NASA ou Crew Dragon de SpaceX. Sa capacité d'emport est de 4 tonnes en orbite basse à 400 km d'altitude.
Alors certes, ce n'est pas la plus performante face aux 6 tonnes du Crew Dragon ou aux 7,7 tonnes de l'ATV européen, mais c'est loin d'être ridicule face aux 2,3 tonnes des Progress russes et des 3,5 tonnes des vaisseaux cargo Cygnus de la NASA. Dans un premier temps, The Exploration Company prévoit d'utiliser Nyx pour le transport de fret en direction d'une station spatiale comme l'ISS ou l'une des futures stations spatiales privées qui pourraient être envoyées au cours de la prochaine décennie. Dans un second temps, les choses deviennent vraiment intéressantes puisque c'est une version habitée, la première pour l'Europe, qui devrait être déployée. Bon, vous vous doutez bien que les dirigeants de The Exploration Company, dont Hélène Huby, la CEO, ne se sont pas lancés au hasard dans cette folle aventure. Ils ont pris en compte de nombreuses études qui montrent que le marché du transport spatial devrait se multiplier par 6 entre aujourd'hui et 2040, et face à cette croissance attendue, la force de la capsule Nyx, si jamais elle y parvient, sera de proposer une capsule moitié moins chère face à ses concurrents directs. Bien qu'ici aucun détail ne soit encore donné sur la stratégie de l'entreprise pour faire baisser radicalement les coûts, nous sommes déjà impatients d'en savoir plus. Nyx pourra également proposer ses services en tant que mini-station spatiale où pourront s'effectuer de façon totalement automatique des expériences scientifiques ou par exemple des opérations de production d'alliage pour l'industrie. Ici, l'entreprise estime même que ces tarifs ne seront que 10% de ceux pour les mêmes activités à bord d'une station spatiale, c'est-à-dire quand même 10 fois moins cher. Comme je vous le disais, les besoins vont devenir colossaux dans les années qui viennent, plus de 150 missions devraient partir en direction de la Lune ou de son orbite dans notre décennie, et n'oublions pas qu'il va bientôt falloir desservir Gateway, la future station en orbite lunaire, et surtout être capable d'envoyer du matériel sur notre satellite naturel. Pour cela, il y aura 2 versions de Nyx. La première proposera un système d'atterrissage sur la Lune pour déposer du fret, des rovers ou les modules d'une future station habitée au sol, et la seconde devrait permettre à des astronautes d'aller rejoindre le sol lunaire et la fameuse station Gateway en orbite lunaire. Elle sera également capable de revenir se poser sur Terre à l'aide de parachutes à la façon d'Orion, et petit détail qui montre que les choses évoluent dans le bon sens, le Nyx utiliserait pour la première fois des carburants liquides verts. Cet apport financier va permettre d'aller plus loin que les tests de prototypes déjà réalisés sur Terre actuellement, et le calendrier fixé prévoit de faire un premier vol de Nyx Earth en orbite en 2026, et jusque la Lune en 2028 avec Nyx Moon. Ici, bien sûr, toute ressemblance avec Kerbal Space Program ne serait que pure coïncidence. Bref, ils ne doivent pas avoir le temps de s'ennuyer chez The Exploration Company, car il faut également savoir que ce sera le premier vaisseau spatial au monde financé uniquement par des capitaux privés. Même le Crew Dragon de SpaceX a largement été sponsorisé par la NASA, qui en avait absolument besoin pour assurer ses vols habités après l'arrêt des navettes spatiales. Ce fabuleux projet privé promet enfin à l'Europe un accès autonome aux vols habités, qui, à l'heure de l'augmentation très rapide des besoins, commence à se faire cruellement ressentir. L'avenir dira si l'ESA se greffera au projet, mais d'ici là, nous savons déjà qu'un premier prototype de taille réduite, le Bikini, est déjà programmé sur son vol inaugural d'Ariane 6 et qu'un autre plus grand partira en 2024. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas de mon côté, je suis vraiment impatient de pouvoir vous apporter plus d'informations sur l'avancement de cette capsule tant attendue. L'incroyable mission Artemis 1 a été l'occasion de tester un nombre incalculable de paramètres, de systèmes embarqués, et a permis non seulement de valider le fonctionnement de l'énorme lanceur SLS, mais aussi du très complexe module de service qui servira à manœuvrer et garder les astronautes en vie durant tout le voyage. Presque 3 mois après le lancement, les premiers résultats des analyses du comportement du lanceur sont déjà connus, et la bonne nouvelle, c'est que le lanceur lunaire a dépassé les attentes de la NASA. Le 17 janvier, John Honeycutt, le responsable du programme SLS, a déclaré que tous les systèmes ont fonctionné de manière exceptionnelle, la comparaison entre la théorie et les performances réelles étant excellente. En clair, tout ce qui a pu être simulé par calcul a été vérifié par les capteurs installés sur cette fusée d'essai, véritable banc d'essai grandeur nature pour les futures missions Artemis qui vont suivre. Du coup, le programme lunaire des États-Unis peut envisager l'avenir avec sérénité et surtout préparer la prochaine mission Artemis 2, le premier vol lunaire habité d'Orion que nous attendons tous pour 2024. Cela dit, on sait très bien qu'un premier vol ne peut se dérouler parfaitement à 100%, et c'est la raison pour laquelle l'évaluation du SLS et des nombreuses données de vol se poursuivent actuellement afin de sortir un rapport détaillé permettant d'optimiser et de fiabiliser le prochain vol du lanceur géant. Comme je vous le rappelais, il s'agira d'un vol habité et aucune erreur ne peut être tolérée tant l'enjeu humain et stratégique est important. Le SLS, c'est une fusée chère, très chère même, et le programme Artemis de retour sur la Lune devient un enjeu national, une nouvelle course à la Lune avec comme concurrent cette fois la Chine. D'ailleurs, à l'heure où je produis cette vidéo, la NASA met les bouchées doubles et un autre exemplaire du SLS est en cours d'assemblage. On sait déjà que l'étage central, la partie orange si reconnaissable, doit être livré ce printemps.
Tout a l'air ici de bien se dérouler, ce qui pour le moment est rassurant. Cependant, en matière d'affaires spatiales, le calendrier n'est jamais à l'abri d'un bouleversement. Nous l'avons bien vu avec les déboires qu'a connu la fusée lunaire avec plusieurs retours successifs dans son bâtiment d'assemblage. Gardons également à l'esprit que ce lanceur de conception classique sera certainement le dernier de ce type construit par la NASA, qui souhaite passer la main au secteur privé, que ce soit SpaceX, Blue Origin ou encore United Launch Alliance, qui développent tous en ce moment leurs lanceurs lourds. La startup chinoise Orion Space a dévoilé son plan ambitieux pour les 7 prochaines années. On découvre 2 lancements prévus en 2023 avec le petit lanceur Gravitation 1, puis 10 lancements en 2025 avec Gravitation 2, et enfin le premier vol de la version plus puissante Gravitation 3 en 2030. Le futur télescope spatial Nancy Grace Roman, dédié à l'étude de l'énergie sombre qui s'oppose au ralentissement de l'expansion de l'univers, avance à grands pas. Après plusieurs dizaines de tests de qualité, les miroirs primaires et secondaires ont été assemblés la semaine dernière, ce qui représente une étape capitale pour la suite du projet. Après avoir réalisé avec succès la mise à feu de son moteur imprimé en 3D Navier, la startup Latitude vient de nous annoncer qu'elle avait été sélectionnée pour lancer sa future mini-fusée Zephyr depuis le centre spatial guyanais. Je vous rappelle que le premier vol est toujours prévu pour fin 2024. Les projets de mini-lanceurs réutilisables pullulent. La startup chinoise Galactic Energy vient d'annoncer qu'elle allait concevoir un mini-lanceur à 2 étages et à propulsion oxygène liquide kérosène appelé Pallas One. Sa particularité sera d'avoir un premier étage réutilisable basé sur le principe de la Falcon 9 de SpaceX, premier lancement prévu pour 2024. La sonde européenne JUICE, qui étudiera les lunes de Jupiter, dont Ganymède, entre dans sa phase finale et va bientôt quitter Toulouse pour rejoindre Kourou, où l'attendent les équipes de préparation pour son vol sur la dernière Ariane 5. Le projet JUICE aura coûté plus de 1,7 milliard d'euros et c'est l'une des missions les plus ambitieuses de l'Agence spatiale européenne. On devrait en parler pas mal cette année. Merci les terriens d'être allés jusqu'au bout de la vidéo. Tiens, petite question, quelle était d'ailleurs la news que vous avez préférée dans l'émission d'aujourd'hui? Si vous voulez retrouver la liste des sujets, vous l'avez dans la timeline de la description de la vidéo. Comme d'hab, avant de partir, on n'oublie pas le pouce de YouTube, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est sur Tipeee et Utip que ça se passe. Merci beaucoup à tous les tipeurs. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, salut les terriens.